Salut, je m'appelle Amy. Bienvenue dans mon carnet où je vous invite à découvrir l'univers de mes textes, mais également ceux qui m'inspirent. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mon roman Ulysse et Calypso. La composition de ce texte est née du désir de réécrire l'histoire d'un amour légendaire. Alors, si vous le voulez bien, laissons-nous voguer, loin, très loin, bien après les crêtes des montagnes et l'immensité des mers, au cœur du monde, là où palpite l'île de Calypso. Épisode 12, l'exécution. Ulysse dormait encore lorsque Pénélope s'éveilla. Qu'allait-elle faire de cet homme? Quelle stratégie adopter? Il était un piètre amant, un roi sans consistance. Le peuple le voyait à l'image d'un héros. Tous ces gens qui louaient sa ruse, son courage, son dévouement, comme si eux-mêmes s'étaient rendus sur le champ de bataille. Elle avait songé à lui parler d'œuvrer ensemble pour le bien-être de la cité. Mais après réflexion, elle ne désirait pas éveiller ses soupçons. Si elle commençait à montrer de l'intérêt pour les affaires du royaume, son époux ne serait-il pas plus méfiant envers elle? 20 ans de pouvoir, ça change l'âme. Ulysse n'était pas si naïf. Elle devait agir vite. La grive musicienne poussa son chant. L'aube apparaissait. Pénélope devait rejoindre Antinoos. Elle s'habilla seule. Elle aimait cette heure où le silence de la nuit enveloppe encore le monde, où les secrets des hommes glissent le long des murs, espérant trouver au lever du jour une oreille amie au creux de laquelle s'assoupir. Antinoos l'attendait assis près d'une petite cabane de pêcheurs. Lorsqu'il l'aperçut, il se redressa d'un seul coup. Il ne voulait pas paraître devant elle en état de faiblesse ou d'indolence, ce qu'il était au fond. J'ai réfléchi. La reine l'embrassa pour le faire taire. Elle l'attira à l'intérieur de la cabane. Ses baisers fiévreux enrayèrent tout processus réflexif. Elle se contrefichait de connaître ses idées. Elle ne faisait confiance à aucun homme, et surtout pas à celui qui rêvait d'être roi depuis tant d'années. Elle lui ordonna de se déshabiller. Antinoos s'exécuta. Pénélope aimait le voir ainsi. Cet homme fier et brutal devenait avec elle le plus tendre des agneaux. Elle connaissait son goût prononcé pour la soumission des autres femmes. Il n'hésitait pas à commettre l'impensable, juste pour assouvir son propre plaisir de domination. Elle était donc la femme qui vengeait toutes celles qui avaient été contraintes de subir sa bestialité. Vulnérable, à sa merci, le corps nu et le souffle court, il la regardait. Parfait, susurrait-elle. Elle l'embrassa de nouveau. Agenouille-toi. Tandis qu'Antinoos déposait ses genoux sur la terre, son sexe se hissait plus fortement vers le ciel. Il observa Pénélope. Il se demandait ce qu'elle allait encore faire de lui. Lorsqu'il accéderait au trône, il remettrait de l'ordre dans ce renversement pyramidal. La seule pensée de l'humilier tendait un peu plus son membre raide vers les hauteurs divines. La reine l'attacha. Le sel de la mer avait pâli la drisse, et des algues noires constellaient le lien. Le cordage servait sûrement à la pêche. Une fois Antinoos maintenu immobile, elle laissa tomber ses vêtements. Elle vint s'asseoir sur lui et lui fit connaître des délices insoupçonnées.
Antinoos brillait le ciel, qu'aucun homme ne l'aperçoive dans cette position. Mais il devait bien admettre que la jouissance de l'acte était immense. Il perdait le contrôle, ce qu'il ne lui arrivait jamais, sauf avec Pénélope. Il ferma les yeux et se concentra pour ne pas jouir trop rapidement. Elle ondulait merveilleusement. C'était comme les flots puissants de l'océan en serrant la coque d'un navire. Elle haleta plus fort et défit sa chevelure d'ébène. Ses yeux brillaient intensément. Elle garda le peigne de nacre dans le creux de sa paume. La pression se fit si grande qu'Antinoos ne put bientôt la retenir. Et lorsque Pénélope sentit le point de non-retour, elle lui perça violemment la gorge avec les dents affûtées de son peigne. Pour toutes celles que tu as violées, lui lança-t-elle avant de jouir à son tour. Antinoos poussa un cri de bête. Le sang gicla. La reine lâcha son arme sur le sol. Les pointes sanguinolentes vinrent heurter la dalle de pierre. Antinoos roula les yeux vers le ciel. De sa bouche douloureuse naquit un ruisseau vermeil. Puis il rendit un dernier souffle. Pénélope n'avait jamais connu un orgasme aussi puissant. Ses joues, ses lèvres, tout son corps était taché d'Antinoos. Elle tremblait. Ce n'était pas la peur qui secouait ses membres en feu, mais bel et bien ce paroxysme du plaisir auquel elle venait de goûter. Elle se releva calmement, un sourire au coin du cœur. Antinoos gisait au milieu de son sang. Du dos de sa main, elle essuya ses lèvres sirupeuses au goût de fer. Elle se glissa dans ses vêtements, puis sortit de la cabane sans un regard pour cet homme. La mer s'agitait au pied de la falaise. Elle descendit. Au milieu des vagues, aux crêtes de saphir, elle purifia son corps. L'eau était salée comme les larmes. Elle n'éprouvait aucune peine. Elle venait d'accomplir ce qu'elle aurait dû accomplir depuis longtemps déjà. En une carotide percée, elle avait résolu 2 problèmes à la fois. L'un éthique, l'autre politique. Un monstre et un traître en moins. La mer était glaciale. Athéna marchait le long de la plage. Elle surgit d'entre les rochers lorsque Pénélope sortit des flots. Cette robe te sera bien utile. La reine d'Ithaque devait bien admettre que ses habits, souillés par le sang de son amant, n'étaient pas des plus élégants. Elle s'avança et accepta avec reconnaissance la robe immaculée que lui tendait la déesse. « Je crois que nous avons des choses à nous dire, » continua la fille de Zeus. « Des choses importantes. Si vous venez me reprocher la mort de ton geste était nécessaire, utile. Je t'en remercie.
Parlons maintenant de ton avenir, de ce que les immortels désirent te confier, aux filles d'Icarios et de Périboéa. Ulysse trouva Télémaque près du temple d'Apollon. Son fils marchait en compagnie de Phémios. La conversation paraissait agitée. Ulysse, intrigué, se glissa derrière une rangée de colonnes afin d'écouter sans être vu. « Je suis fils de roi, Phémios, je n'ai pas le choix. Mon destin est lié à celui de mon père. Cette croyance t'aveugle. Le monde est vaste, il te guidera là où la terre sera plus fertile pour ton âme. Un trône trouve toujours son successeur. La politique s'achète, mais tout l'or du monde ne saurait acquérir l'amour véritable. Il vaut mieux perdre une chose à laquelle on ne tient pas que de vivre dans l'éternel regret d'avoir perdu la seule chose qui comptait pour soi. Je t'aime, Télémaque, mais je ne supporterai pas de t'aimer éternellement en secret. La vie a besoin de lumière, et ce que tu me demandes là, ce serait plonger dans une obscurité qu'Hélios lui-même ne pourra plus éclairer. » Ainsi parla Phémios. Il descendit les marches du temple. Ulysse l'observa s'éloigner. L'aura de ce jeune homme était puissante. Ses paroles résonnèrent étrangement en lui. Elles étaient destinées à son fils, mais elles vinrent également se planter dans son cœur telles les redoutables flèches d'Héraclès. Alors il sortit de l'ombre et regarda la chair de sa chair. Télémaque leva les yeux et découvrit son père. Les secondes de silence figèrent le temps. Ulysse s'exprima le premier. « Il y a du bon sens dans ces paroles, mon fils. Le temps est peut-être venu pour nous d'exprimer librement nos pensées. Qu'en dis-tu » Télémaque approuva. Ce fut ainsi que, sous le soleil pâle d'Ithaque, ils se confièrent l'un à l'autre en toute simplicité. Les dieux de la nuit avaient cédé leur place à ceux du jour, les rues commençaient à s'éveiller, et ils traversèrent ensemble la ville, heureux de se retrouver enfin. Nos pas oublieront-ils le chemin qui nous lie? Chercheront-ils ailleurs ce qu'ils n'ont retrouvé? Le temps monstre insatisfait de sa bouche béante avale sans regret, et nos cœurs séparés dans ce gouffre infernal céderont-ils aussi à un arrêt final? Ou comme ces fauves enragés, de leurs dents blanches aux tranchants d'acier, saisiront-ils alors l'usurier dieu du temps, celui qui s'est donné, mais sans cesse reprend?
La harpe dansait sous les doigts de Calypso. L'or fin des cordes vibrait d'extase. La musique s'élevait dans les airs comme les vapeurs blanches du matin. À peine éveillée, monte gracieusement vers la voûte azurée. La déesse réchauffait l'âme de la nature. Il en était ainsi durant chaque saison. Elle s'installait parmi les arbres, sur un tapis de mousse au sol endormi. Son inspiration enveloppait l'île. Sa voix de temps à autre se liait aux notes de l'instrument, et la terre rassurée apaisait ses tourments. Son île, ventre du monde, point névralgique de la terre, accouchait chaque seconde d'âmes nouvelles qu'au pays d'Hadès on venait de ravir. Et le cycle se formait sans jamais se défaire. De la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière, la vie continuait. La vie avait besoin de l'île de Calypso. Caria, la nymphe la plus clémente, s'approcha. Calypso continuait de jouer. Sa présence ne la dérangeait jamais. Elle était toujours heureuse de la voir paraître. Quelle nouvelle venait-elle lui apporter? Ses doigts alors s'arrêtèrent de valser, et bientôt la musique céda sa place au silence. Ulysse. Caria laissa le nom du héros en suspens. Le cœur de Calypso était rempli de joie. Elle courut vers sa sœur pour la prendre dans ses bras. « Je savais, disait-elle, je savais qu'un jour il reviendrait. » Mais à ces mots, Caria se mit à pleurer. « Ulysse est mort, on vient de l'annoncer. » Battement de mon cœur au baiser des amants, onde grise, saline, vague à l'âme d'argent, promesse d'autrefois doucement s'évapore. De la terre au ciel n'attendent que l'aurore, la fille aux doigts de rose, la fille aux cheveux d'or, n'attendent que le jour pour traverser la mort, revenir briser chaque caprice du sort, et dans un souffle puissant d'amour éternel, se relier au feu des amoureux fidèles. Vous venez d'écouter l'épisode numéro 12. Voix et texte, Émilie Bénéraud. Musique, Paul-Adrien Bénéraud. Illustration, Alfie. Régie, Béatrice Bénéraud. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.